Libre Radio à Châteaubriand. Du 4 au 15 juillet sur la place éponyme, des choses indistinctes, menées par des gens improbables, faites de contenus imprévisibles. L'anti-programme sur www.libradio.org. Voilà, donc nous sommes en direct en public depuis le site du festival Châteaubriand à l'occasion de la soirée de clôture de ce même festival. Nous sommes ensemble pour le moins jusqu'à 18h30, il se peut probablement que ça dépasse un petit peu. Je te le rappelle, auditrice, auditeur, si tu souhaites interroger, il y a des choses qui s'écroulent autour de nous. C'est ça que de faire de la radio en mode warrior à l'extérieur, en direct, tout ça, tout ça. Comme on dit, SJW, Social Justice Warrior. Je vais faire des t-shirts. Voilà, nous sommes donc en compagnie d'Alissa Host pour parler de ce livre qui date maintenant de 2 ans, on l'a dit. 1 an et demi, pardon. Et qui est, comment dire, alors je vais commencer par la question qui me brûle les lèvres depuis 2 jours maintenant. Entre d'hier et livre épistolaire, qu'en est-il de ce livre-là ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors, bon, déjà, on va annoncer la couleur. C'est un voyage que tu as fait, que l'on appelle le Camino, qui désigne le chemin qui va du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Alors, bon, peut-être qu'on va commencer réellement par le début. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que tu fais ce voyage-là, que tu décides de partir ? Bon, ouais, déjà, c'est lié vraiment à un chemin de vie. À un moment donné, voilà, j'étais un peu coincée dans un boulot qui ne me ressemblait pas du tout. J'avais un peu abandonné tout projet artistique. Et puis... à un moment donné, quelque chose a fait que ça a lâché et puis que effectivement, je suis partie vraiment sur un coup de tête sur ce chemin que je connaissais déjà. C'était un peu le rêve d'enfance. On se voit avec un baluchon, marcher jusqu'en Espagne, ça fait un peu rêver. Et j'ai vraiment jamais pensé que je pouvais le faire. Je pensais pas pouvoir trouver 2 mois ou plus dans une vie. Je pensais pas pouvoir avoir le temps nécessaire. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'avec très peu de ressources, on peut faire ce chemin. C'est pas comme faire un voyage à l'étranger où on a besoin de l'argent pour un hôtel. C'est un peu différent, ça fonctionne un peu différemment. Déjà parce qu'on a plusieurs façons de se loger, on a beaucoup aussi d'aide. Et puis, enfin voilà, donc du coup ça s'est fait. Comme ça, vraiment, ça s'est décidé 1 semaine à l'avance en fait. Et j'ai presque tout lâché en gros pour partir sur ce chemin. D'accord. Bon, il s'agit quand même de 62 jours en vadrouille, de 1600 km. C'est beaucoup. Ouais, c'est quand même pas rien du tout. Non. Qu'est-ce qui déclenche dans son esprit, dans son cœur, la volonté de le faire et la pensée qu'on puisse le faire ? Mais je savais pas du tout si j'allais réussir à le faire, ça c'est clair. Mais en fait, ouais, c'est vraiment... en fait, c'est carrément mon ancien patron qui m'a un petit peu poussée parce que c'est un peu lui qui m'a poussée vers la porte en me disant que j'étais trop malheureuse depuis toutes ces années, qu'il fallait qu'un peu que je me retrouve. Puis à ce moment-là, je m'y attendais pas du tout. Puis c'est même lui qui m'a dit et votre chemin de Compostelle ? Et c'est là que je lui ai dit non mais j'ai pas les ressources, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il me dit un appart ça se sous-loue, de l'argent il n'y en a pas besoin de beaucoup et finalement c'est un peu lui qui m'a convaincue mais je savais pas du tout ce que je faisais en fait, j'étais pas une grande marcheuse tant que ça à l'époque. D'accord, bon peut-être que c'est lui qui a trouvé les quelques mots qui ont fini par déclencher le truc. Oui mais c'était pas seulement ça, non. Au bout du compte, ces choses-là devaient certainement t'habiter au plus profond de toi-même. Oui, j'en rêvais de plein de choses d'aventure, Et alors, dans quel état d'esprit on se retrouve quand on sait qu'on va quand même sortir d'une zone de confort ? On reviendra au confort parce que on le dit pas encore, mais on l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais tu fais également partie de Zero Waste, Zéro Déchet. Donc ça veut dire que tu as un rapport avec la consommation et avec la détention d'objets qui est un rapport tout de même particulier, pour le moins conscient et critique. Oui, qui est venu après justement. Qui est venu après, qui est le résultat, voilà. En gros, exactement. Pas seulement, mais oui. Alors, dans quel état d'esprit on est quand on se dit, voilà, je vais quand même quitter une zone de confort qui est celle de mon appartement, mes objets, mes trucs. Je vais me retrouver dans la rue, je ne sais pas comment je vais revenir et qu'est-ce qui va m'attendre à mon retour. Au début, c'est génial. Au début, je souriais comme une gamine. Je marchais dans des prés, des vallées. J'avais vraiment aucune insouciance. Mais l'inquiétude, c'est venu au fur et à mesure, en fait. Déjà, il y a des peurs qui sont apparues, aussi au niveau du chemin, avec des chiens sur la route un peu méchants, des gens qui sont pas gentils. Enfin, il y en avait pas beaucoup, hein, heureusement. Mais enfin, voilà, il y a tout d'un coup l'insécurité qui vient. Mais au fur et à mesure, c'était surtout l'idée du retour, l'idée de penser à qu'est-ce que je vais faire après. J'avais des grosses crises de larmes. C'est venu petit à petit. Mais au début, c'était génial. Ça veut dire que une des situations initiales, c'est celle d'être pas bien, d'être malheureux, d'être mal en soi, qui détermine le fait de vouloir partir, de vouloir voyager géographiquement
sur ce camino et intérieurement également tout au long de ce camino? Oui, il y avait plusieurs choses, il y avait plusieurs blessures qu'à ce moment-là, effectivement. Mais oui, je pense qu'en fait, tous les gens que j'ai rencontrés sur ce chemin, c'était un peu la même histoire à la base, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui faisait qu'ils ne pouvaient plus vivre normalement ou qui n'étaient plus bien et qui a fait qu'ils sont partis. Je parle pas des gens qui allaient marcher quelques jours, ça peut arriver que ce soit vraiment de la curiosité, mais quand on part 2 mois ou plus ou même 1 mois, c'est rare qu'on parte vraiment en vacances, ou alors peut-être c'est vrai qu'on peut être à la retraite, mais il y a toujours quelque chose qui motive, même quand on est à la retraite ou quoi que ce soit, même quand on marche quelques jours, souvent on a quelque chose qui nous fait marcher. Bien sûr. Alors on le rappelle, toi tu es genevoise à part entière. On a dit le Puy-en-Velay parce que tu es parti du Puy-en-Velay, qui est un des départs dits officiels, enfin reconnus, usuels, disons. Voilà, c'est le plus connu, usuel, des plus connus. Exactement, pour se rendre par un chemin jalonné, avec ce fameux coquillage sur lequel on reviendra, parce que je crois que tu t'es fait tatouer même, c'est ça, non? Oui, à droite, je cherchais à gauche, mais Donc on va revenir sur la fonction de cet objet, en tout cas symbolique, en tout cas pour toi. Mais voilà, donc tu es genevoise, de Mérin précisément, il me semble. Vous avez vu ça où? Je t'ai dit, j'ai préparé le truc quand même. Génial. Non, oui, en fait non, c'est juste que je suis né à Mérin, mais sur ma carte d'identité c'est Plan-les-Ouates l'origine, mais j'ai jamais vécu à Plan-les-Ouates, donc je sais pas vraiment s'il y a une origine. D'accord, qui disons vaut genevoise. Voilà, exactement. Okay. Alors tu es genevoise, mais tu es parti effectivement depuis le Puy-en-Velay juste pour relier Saint-Jacques-de-Compostelle par ce chemin habituel. Alors, ce chemin que l'on appelle effectivement, comme on l'a déjà dit, le Camino, qui est le mot pour chemin, le mot espagnol. C'est le mot que les marcheurs utilisent, voilà, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en gros. Ouais. Voilà, alors ce Camino est jalonné d'étapes clés, avec il y a un carnet qu'on peut tenir, et puis il y a la crédentiale. Exactement, on va revenir là-dessus, mais juste avant, je voulais te poser cette question-là. Pourquoi ce chemin-là et pas un autre? En fait, j'avais connu ce chemin à 2 moments dans ma vie. Déjà, j'avais un collectif artistique en 2008 qui s'appelait The Bigger Pineapple. C'est un nom un peu spécial, mais l'énorme ananas. Voilà, en gros. Et on faisait des performances artistiques pour démontrer la réalité des transports. Et à un moment donné, on avait marché de Lausanne à Genève parce qu'on était pendulaires, moi et un autre ami qui était dans le groupe. Et puis après, on a fait une sorte de petit reportage et on avait été médiatisé dans le Matin Bleu à l'époque. Et donc, c'est là qu'en fait, sur le Lausanne-Genève, il y avait un panneau qui disait « Vous êtes sur le chemin de Compostelle ». Et puis ça m'a rappelé, j'avais entendu ça déjà, mais je savais plus où. Et j'étais là, ah oui, c'est incroyable ça, on peut aller carrément jusqu'en Espagne en fait. Et ça m'avait vraiment... Waouh, je trouvais ça génial en fait de pouvoir continuer dans les forêts comme ça jusqu'en... Enfin, il n'y a pas que des forêts, mais... Et puis à ce moment-là, j'ai connu le chemin. Et après, au Puy-en-Velay, effectivement, j'allais beaucoup au Puy-en-Velay voir quelqu'un que je connaissais. Et puis c'est là-bas que j'ai connu à nouveau le chemin. Donc c'était un peu le départ... que je voulais faire depuis cette ville précisément. D'accord. Dis-moi justement, alors pour toi, la notion du voyage, elle contient une forme de, d'introspection, de voyage intérieur. Est-ce qu'elle contient une forme d'ascèse ou de lavage spirituel? Il y a une de ces notions-là à l'intérieur de cette idée de voyage. Parce que toi-même, tu n'es pas, si on parlait de spiritualité, tu n'es pas croyante. C'est un voyage souvent assimilé à la croyance, alors qu'on le sait, nombre de personnes qui le font ne le sont pas. Toi, tu fais partie de ceux qui ne le sont pas. C'est intéressant parce qu'effectivement, j'ai pas du tout de religion en tant que telle. J'ai aucune éducation religieuse. En fait, j'ai des parents qui sont justement plutôt athées. Mais en fait, donc en faisant ce chemin, c'était pas du tout religieux. Mais par contre, j'ai toujours été un peu spirituelle dans le sens, je me dis toujours ça, c'est le destin. Donc en fait, en gros, je me suis rendu compte en marchant sur le chemin avec les croyants et les non-croyants que ce qu'on disait le destin, d'autres appelaient ça Dieu, mais c'était pas très différent. En gros, je peux très bien dire que j'ai la foi et que je suis croyante, mais c'est aucune religion connue. C'est forme juste d'agnosticisme, voilà. tout ça, bien entendu. Mais ça n'empêche pas d'avoir une sorte de spiritualisme, bien effectivement, sûr. Voilà. Complètement, de transcendance, de volonté de transcendance, voilà. Et puis effectivement le voyage intérieur qui est aussi quelque chose qui a un trait mystique également. Comment ont réagi tes parents quand tu leur as annoncé, si tu l'as fait avant de partir, parce qu'il se peut que tu l'aies fait au retour. Non. Alors comment ont-ils réagi? Est-ce qu'ils ont eu peur que tu verses dans une secte, enfin je sais pas moi, une déviance, un truc comme ça, ou est-ce qu'ils ont trouvé ça tout à fait intéressant et puis bon bah voilà quoi? Non, ils n'ont pas du tout eu peur dans le sens de la secte. Non, ils savaient très bien que c'était quelque chose qu'on faisait pas forcément dans un but religieux. Ma mère a eu très peur dans le sens de... c'est quand même dangereux de marcher à pied jusqu'en Espagne pour plusieurs raisons. Non, mais tu fais bien de le dire. L'année passée ou cette année, je sais qu'il y a particulièrement des personnes qui connaissent des soucis sur le chemin. Ah oui? Donc là, il y a une actualité un petit peu délicate par rapport à ça. Ouais. J'ai même pas fait attention. Je sais qu'il y a eu effectivement un meurtre, mais c'était en... Oups, quand même. Oui, enfin, c'était pas lié directement au chemin, mais c'était une pèlerine qui s'est fait enlever, effectivement.
honnêtement. D'accord. Mais j'ai pas entendu parler des autres problèmes. Alors, pas plus que ça, mais je sais que j'ai lu, je ne sais pas où, et malheureusement ma mémoire me trahit, mais je sais que cette année-ci ou l'année précédente, parce qu'il y a des périodes propices à ce type de... Oui, peut-être moins l'été, mais plutôt entre les deux saisons, ouais. Voilà, et là je sais qu'il y a eu quelques soucis, en tout cas d'agression, de vol, des choses comme ça. Non, je sais Bref. pas, attention. Alors voilà, donc tes parents ont compris la démarche, l'ont appuyé. Comment ça se passe? Ouais, je dirais que mon père peut-être a plus compris parce qu'il est plus aventureux, voyageur. Ma mère, c'est normal peut-être qu'elle voyait plus le côté j'ai peur, voilà, pour toi, et elle aurait, enfin, elle était moins dans cette démarche-là. Voilà. D'accord. Quand tu es parti, est-ce que tu avais déjà en tête de... C'est pour ça que je t'interrogeais tout à l'heure sur si tu étais diariste ou dans le roman épistolaire. Ah oui. Le diaire, c'est le journal intime. Alors je me dis, quand on opère ce type de voyage, d'odyssée, est-ce que l'on tient un journal intime ou est-ce que l'on écrit à la manière d'un roman épistolaire, comme si on envoyait des lettres à quelqu'un que l'on n'envoie peut-être pas? Mais est-ce qu'il y avait cette intention-là avant que tu ne partes? Est-ce que ce projet existait déjà? Oui, bien sûr, pas du roman, mais du journal intime. Oui, parce qu'en fait, à chaque jour, j'écrivais en fait quelques pages sur les rencontres que j'avais faites, d'où j'étais allée, même mon budget. Donc oui, ça, je l'avais totalement fait depuis le début, en fait. D'accord. Donc c'était déjà quelque chose qui t'habitait à ce moment-là. Oui. J'allais dire accessoire, mais c'est pas le bon mot. Il y a quelques objets fétiches dont sont parés les pèlerines et les pèlerins, qui sont le bâton, la crédentiale, donc qui est ce livret, et le coquillage. Alors parmi ces objets, y en a-t-il certains que tu t'es attribué? Lesquels et quelle importance ont-ils à ton sens? Tous en fait. Ben, ouais. Je pensais bien, hein, mais c'était pour que la question soit une question. Que non. C'est vrai. Non, absolument, il n'y avait pas tout le monde qui avait tout ça. En fait, je savais pas pour le bâton. Le bâton, tu as aussi. Ouais, alors pas tout de suite. Je suis pas partie avec je suis partie avec un bâton de marche que j'avais trouvé, qui n'était pas du tout intéressant. Mais en fait, à un moment donné, j'étais arrivée, je crois que c'était dans le Gers. Je sais plus, c'était au 25e jour, quelque chose comme ça, et je m'étais perdue en fait, et j'avais atterri dans une maison. En fait, c'était un gars qui était de Genève qui avait cette maison, puis qui accueille les pèlerins depuis peu de temps, et donc voilà, il m'a proposé de rester. C'est là que je me suis rendu compte à son accent qu'il était du coin. Et puis c'est lui qui avait, en fait, il y avait une grande pièce de bois que quelqu'un avait laissée devant sa maison, et à un moment donné, il y a un de ses voisins qui était un Allemand super marginal, vraiment avec une vieille camionnette blanche qui est arrivée, puis qui m'a dit, et quand il a vu mon bâton, il m'a dit on va tailler celui-là pour toi. Il a sorti son couteau, il m'a appris à faire des gravures, après il m'a même appris à me défendre avec, enfin un vrai personnage. Ouais, mais c'est vrai que le bâton contient beaucoup de choses, plus qu'on ne le pense. Ouais, là c'est vraiment le bâton qui a l'histoire dedans, quoi. Ouais. Et puis alors les autres objets? Alors la coquille Saint-Jacques, effectivement, j'avais à un moment donné, je voyais d'autres pèlerins qui avaient la coquille blanche à l'arrière du sac à dos. Je me demandais où ils l'avaient trouvée. Puis j'arrive à un moment donné à un village, je crois, de Sauge ou Saugue, je sais même plus. Et puis il y avait effectivement l'association Jaguer, une vieille dame dans une petit appartement ou petite arcade, et elle me dit j'en ai plein dans le coffre, et elle me tend une coquille. Ah ouais, d'accord. Voilà. On sait d'où vient cette et quelle est la fonction de ce coquillage qui est un objet iconographique pour absolument. En fait, à la base, c'était une tradition que normalement, c'est quand les pèlerins arrivaient jusqu'à la mer, au Cap Finistère, ils prenaient un coquillage et ils le mettaient dans leur dos pour revenir, pour montrer qu'ils étaient allés. Alors normalement, c'est à la fin. Bon, voilà, maintenant, c'est un peu un truc qu'on met sur son sac à dos dès le début pour dire qu'on est des pèlerins et qu'on va loin. C'est vrai que souvent, c'était parce qu'on allait loin, mais on peut le mettre même si on marche 3 jours. Hein. Et toi, tu l'as désormais tatoué sur le bras droit? Alors voilà, je l'ai tatoué sur le bras droit, effectivement, en petit, un peu sur un coup de tête. Ah ouais, joli. Il pourrait être encore mieux orchestré, mais... Juste près de la main, là, sur l'avant-bras. Voilà. Mais ça veut dire qu'on sent, une fois qu'on y allait, on se sent partie prenante d'une communauté, d'un éther commun avec d'autres personnes, même si on ne les connaît pas directement, mais d'une communauté d'esprit pour le moins. Oui, c'est ça qui était incroyable en fait, c'est que je le dis souvent dans le livre, c'est que vraiment on était un pèlerin, j'étais un pèlerin, j'étais plus juste une randonneuse, c'était vraiment une communauté, et les gens nous reconnaissaient en tant que tels et disaient je vois souvent des pèlerins, vous êtes un pèlerin, enfin il y avait toujours ce mot qui revenait, on avait vraiment un nom. En fait, on faisait parler d'une communauté comme ça tout d'un coup sans le vouloir, et puis on se faisait même aider par beaucoup de gens parce qu'on était pèlerin, alors qu'il y a quelques jours ça voulait encore rien dire. Ouais. C'est incroyable. Donc finalement, c'est l'alibi à certaines rencontres. Ouais, c'est l'occasion de... Voilà. Ouais, absolument. Il y a des gens qu'on rencontre parce que l'on chemine dans le même sens, et puis il y a des gens que l'on rencontre par accident, c'est-à-dire qui émaillent les étapes justement qui sont relatées dans le petit carnet, qui est un des objets fétiches justement des pèlerins.
De quelle manière est-ce qu'on se rencontre et quels sont le type de relations qui arrivent? Est-ce que assez facilement on parle avec ces pères pèlerins, ou est-ce que justement c'est plus une marche où on est quand même dans une forme d'ascèse et de silence et un petit peu dans son monde intérieur et on chemine? Ça, c'est la première partie de la question. Ouais, ça dépend effectivement des pèlerins, parce qu'il y en a qui voulaient pas vraiment discuter, effectivement, surtout la journée et peut-être le soir au gîte, si on allait dans un gîte, dans le même. Mais il y en avait certains, ouais, ils vous laissaient assez rapidement. Mais j'étais un peu dans ce genre-là aussi des fois. Après, il y a des fois où j'en avais marre et je voulais effectivement parler avec quelqu'un, mais ça dépendait des gens. Ouais, je comprends, parce qu'effectivement, c'est un chemin qui retrace aussi un voyage intérieur, et c'est des moments où on a certainement besoin également de silence. Et alors, qu'en est-il par rapport aux personnes que l'on rencontre pendant le cheminement? Les personnes qui peut-être tout au long du voyage saluent les pèlerins de passage, ou est-ce qu'il y a des manifestations comme ça qui se formulent? Ah oui, il y en a beaucoup. En fait, moi par exemple, il y a certaines personnes qui m'ont invité boire un café chez eux, dans leur villa ou dans leur appartement au bord du chemin. Il y en a certains qui m'ont vu passer, qui m'ont dit oulala, ça va être long, là il n'y aura pas d'eau, ils m'ont donné de l'eau ou il y a des gâteaux. Ils voulaient tout le temps nous tendre quelque chose et nous donner des choses, effectivement. C'était assez impressionnant. Et dis-moi alors, ce voyage qui a pris 62 jours, tu as connu, j'imagine, différents états d'esprit pendant ce voyage-là. Qu'ont-ils été ces états d'esprit? Y a-t-il eu vraiment des moments de doute, des moments où tu t'es même dit je pourrais y renoncer maintenant? Y a-t-il eu des moments d'euphorie, voire de mysticisme, qui ont jalonné ton chemin? Alors c'est marrant parce que, comme j'ai dit avant, oui, j'ai eu tous les états d'esprit, les états d'émotion, de pleurs, de larmes, de rire. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui me disaient oh, t'as jamais ressenti que des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Moi par contre, j'ai jamais pensé qu'est-ce que je fais là, parce qu'en fait j'avais nulle part ailleurs où je voulais être, où je pouvais être en fait. Donc en gros c'était le contraire, j'avais plutôt peur que je dois aller ailleurs. Donc ça par contre, j'ai pas ressenti ce qu'on m'a décrit, qu'on savait pas ce qu'on faisait là. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que tu as cheminé intérieurement également pendant, je veux dire, cette marche-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une analogie, ou en tout cas un parallélisme entre la route que tu as menée avec tes jambes et celle que tu as menée avec ton esprit et ton cœur? Ah oui, bien sûr, non, c'est clair, c'est même... Tu t'es senti évoluer pendant le... Alors en fait, bizarrement, c'était pas trop... Je me disais, voilà, petit à petit, je trouverais un peu qu'est-ce que je vais faire en revenant, qu'est-ce que va être ma vie. Mais en fait, non, j'ai jamais su qu'est-ce que j'allais faire de ma vie sur le chemin. C'est plutôt après. Mais bizarrement, on me l'avait dit quand je marchais. Quelqu'un m'avait dit, ouais, le chemin, c'est pas forcément maintenant, mais c'est petit à petit, après, même des années après, tu te rends compte des répercussions. Et en fait, ça, c'était vraiment le cas pour moi. Ouais, c'est ça. Alors justement, ce que je me demandais, j'avais une question un petit peu plus concernant le avant et le après, mais on reviendra là-dessus. J'ai envie de citer juste un petit truc de Nietzsche. Nietzsche, on aime bien ici à Libre Radio. Alors Nietzsche disait: les seules pensées valables viennent en marchant. Qu'est-ce que ça suscite chez toi, cette assertion? Les seules pensées valables viennent en marchant. Est-ce que le fait de marcher, et tu verras, il y a des questions qui vont avec juste derrière, est-ce que ça automatiquement génère des pensées, ou des fois peut-être justement l'absence de pensée, ce qui fait du bien? Ouais, je dirais que ça dépend, parce que je dirais les pensées, c'est plutôt, soit je les provoque dans le sens, je me dis voilà, maintenant je vais réfléchir à ce que je vais mettre dans mon prochain bouquin, puis du coup j'ai le temps, au fil des pas, c'est vrai que je peux faire des bonnes idées, générer des bonnes idées, mais si je me dis pas que je vais penser à quelque chose de précis, je peux juste tourner en boucle en fait sur des pensées comme qui n'ont pas forcément de sens. Je sais pas, ça dépend. D'accord. Alors ensuite, ça vient avec. Quand on marche, eh bien on se fatigue quand même. Alors nous reviendrons après sur l'événement. Sur l'accident. Mais bah oui. J'ai un livre pour toi. Tu l'as lu déjà Non, j'avais pas. Alors, mais j'ai essayé de tout prendre. Parce qu'on dirait. Oui, mais parce que j'ai essayé de prendre tout ce que j'ai pu trouver comme extrait. Bah, je les. Ah oui, les extraits, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Donc tu en as lu même, parce que voilà, on l'a pas dit, mais tu en as même fait des lectures. Oui, absolument. Comment dire, avec de la musique, ouais. voilà. Avec du flamenco notamment, enfin des choses absolument magnifiques d'ailleurs. Je te demanderai après si tu vas continuer de le faire, parce que certainement que parmi nos auditrices et auditeurs, voilà. Donc on lancera un appel avec plaisir. Du coup maintenant j'ai oublié la question. Voilà. Donc non, je t'en prie. Le cheminement implique évidemment une certaine fatigue physique, c'est-à-dire que ça peut aller, et on va commencer par ça, par des courbatures, par des éraflures, des choses comme ça. Pour toi, la fatigue et la douleur sont-elles là pour nous dire les vertus du confort? C'est-à-dire que c'est en absence de ce confort qu'on se rend compte de sa véritable nature, et que du coup, c'est Chloé qui arrive et que tu connais. Oui. Attention Chloé de ne pas basculer. Une furie. mais c'est bien, c'est bien.
Alissa, que tu connais, est là et on est en pleine enchantée. interview avec Alissa. Alors je demandais à Alissa si effectivement c'est au moment où le confort nous manque, au moment où les écorchures apparaissent tout au long d'un voyage ainsi que les courbatures, que l'on s'aperçoit de la réelle nature du confort. Je dirais qu'effectivement, s'il n'y a pas cette souffrance, le confort veut un peu rien dire. Parce que vraiment, j'ai une phrase que j'aime dire, c'est qu'effectivement, le confort est vraiment bon quand on n'en fait pas une overdose. Parce que plus on avait, effectivement, après une journée de marche comme ça, on est heureux juste parce qu'on rêve de boire et de manger. Alors en fait, c'est les choses très simples. Alors que si on a vraiment si on comble vraiment toujours tous nos besoins, au final, il y a plus vraiment de plaisir. Je pense qu'on a besoin des choses primaires, on a besoin d'avoir besoin des choses basiques pour être heureux quand même un petit peu. C'est une très jolie formule, on a besoin d'avoir besoin de ces choses. Oui, on a besoin d'avoir besoin, exactement. C'est-à-dire que le confort finalement est une notion tout à fait variable et très aléatoire, puisqu'on pourrait parler de confort comme d'un surplus de choses, ou alors un réel confort quand on remplit des choses tout à fait basiques et tout à fait nécessaires, quand on s'aperçoit que justement elles le sont, et que sans elles, eh bien, tout d'un coup, on est vraiment touché dans son corps en tout cas. Alors, arrivé à un moment donné, et je crois que c'est dans la deuxième partie du voyage, vers la fin du voyage, où tu chutes. Et tu te fais, là, pour le coup, vraiment mal. Oui. Alors, raconte-nous cet épisode. En fait, c'était vraiment stupide parce que j'étais en train de marcher vraiment. C'était à la sortie d'une ville, d'une des grandes villes où il n'y en a pas beaucoup, mais c'était à la sortie de Léon. Et effectivement, je m'étais blessée. J'avais le talon complètement enflé en fait, d'une blessure infectée. Et du coup, je pouvais pas fermer ma chaussure et j'ai croché les 2 lacets. Puis donc, je suis tombée sur le visage parce que j'ai pas mis les mains. Quand on a un poids sur le dos, vraiment, c'est difficile de se rattraper avec les mains. On pense même pas à les mettre. Donc vraiment, j'ai chuté sur le visage. Puis ouais, effectivement, je me suis fêlé le nez, la dent, je me suis tout éraflé à un côté. Donc j'ai vraiment pensé que j'aurais des cicatrices à vie. J'en ai pas beaucoup, c'est génial. Non, c'est très petit. D'accord, parce que là, de mon point de vue, on ne voit pas. Non, vraiment, j'étais surprise, ouais. Mais dis-moi, alors, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que les soins te sont apportés? Tu es secouru par des pères pèlerins? Ou est-ce que c'est toi qui, dans ton coin, te rafistole comme tu peux? Comment ça se passe? Alors, il n'y avait pas grand monde ce jour-là, mais j'étais avec un ami, un bon ami du chemin. Et effectivement, bon, pour se relever, j'étais pas blessée ailleurs, donc c'est facile de se relever. On a que le visage, quand on a que le visage éraflé, hein, j'ai même pu avancer, donc je suis pas du tout allée à l'hôpital. J'ai trouvé une pharmacie en fait, et je me suis lavé les plaies. J'ai acheté une sorte de crème anti-infection. Enfin, je sais plus exactement, mais j'ai continué. En fait, machinalement, j'étais un peu sonnée en fait, donc j'ai juste continué je crois que j'ai marché encore 7 km. Mais alors effectivement, le lendemain, ça avait tout séché. C'était dans un état vraiment horrible. Donc en fait, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai un petit peu... on voyait balader tout le monde. J'ai perdu donc mon ami. Et donc après, j'ai fini par partir à 11h du matin toute seule et sur le chemin. Et finalement, j'ai fini toute seule sans mes compagnons de route que j'avais connus. Mais j'ai quand même continué. D'accord. Y a-t-il parmi... Alors, on sent que c'est un épisode encore qui t'a quand même touché, qui t'a quand même marqué. Ah, maintenant, ça se voit aussi. Ouais, moi je trouve, en tout cas je le sens au son de ta voix, au ton de ta voix. Mais bon, y a-t-il d'autres épisodes clés? Y a-t-il quelques épisodes comme ça clés qui ont justement changé quelque chose, qui ont comment dire, provoqué quand même des moments charnières tout au long de ce périple, même si on le rappelle, hein, tu l'as dit tout à l'heure, qu'à aucun moment tu n'as pensé même y renoncer. Ça c'était vraiment le coup du... Moi je pensais que c'était une sorte d'épreuve du destin, on parle de spiritualité, donc je me disais c'est un peu ça, je dois finir seule, je dois finir avec plus de souffrance, avec des vieux démons qui reviennent, parce que j'ai... Enfin voilà, ça c'était quand même le plus gros du coup dur. C'était quand même ça. D'accord. C'est presque une ascèse à ce moment-là, ce voyage, hein, pour toi. Ouais. Dans le sens où là, il y a quand même, ça contient le fait de dire... effectivement, voilà, peut-être que le destin m'a mis dans cette situation-là, eh bien, je l'affronte et je continue. Il y a une forme comme ça assez, je trouve assez... Oui, je savais pas quoi faire d'autre, en fait, comme je l'avais dit. Donc, du coup, c'était vraiment, on continue, mais ça a été beaucoup moins facile. Ouais, non, mais tu vois, je trouve que ça interroge même une forme de stoïcisme, de plein de choses comme ça. Dis-moi, est-ce que, alors, juste pour en revenir à, tu disais qu'à ce moment-là, tu étais accompagné d'un ami. Peut-on dire que ami pendant le chemin est égal à ami pour toujours?
Alors, sur le chemin, moi, je précise que c'était pas des amis qu'on se voyait pas forcément tous les jours. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé un groupe et puis on a fait la route ensemble. Non, j'étais vraiment seule, au moins tous les jours, mais je les revoyais de temps en temps. En fait, c'est-à-dire, c'était un peu le hasard. On savait pas si on allait se revoir, mais forcément, si on dormait dans le même gîte à un moment donné, on se revoyait le lendemain. Mais vraiment, rien n'était moins sûr. La preuve, c'est qu'à la fin, j'ai fini par revoir quelqu'un que j'avais vu au début 2 mois après. Donc c'est voilà. Mais ces amis-là, ça dépend parce que j'ai un ami, par exemple, on se parle encore aujourd'hui. Quasiment quotidiennement en fait, cet homme en question. Donc oui, les amis du chemin, c'était vraiment des amitiés durables. D'accord. Tu as écrit pendant le chemin, on l'a dit, un peu en forme de journal intime et de lettres à autrui. Ouais, non, sur le chemin, c'était vraiment des notes pour moi. Ah, voilà, voilà. Parce que la question, c'était justement de savoir quelle est la proportion de ce que tu écris pour de vrai pendant le voyage et ce que tu écris après. Et quand je dis après, c'est un après immédiat ou tu as besoin d'un après un peu plus loin, après avoir métabolisé, si tu veux, ce voyage. Ouais, non, c'était un après un peu plus loin. J'ai pas du tout tout de suite pensé que j'allais écrire ni que j'allais faire un bouquin. J'avais aucune prétention de ce genre-là. J'ai vraiment, je pense que c'est plus de 6 mois après que j'ai commencé à écrire parce que ça me manquait effectivement. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais déjà avant en fait. Donc j'ai commencé vraiment à faire ça. Et à raconter chaque jour, parce qu'en fait, c'était un peu un message à mes parents qui n'étaient pas très proches de moi à cette époque-là. Effectivement, je voulais vraiment leur montrer dans quel état d'esprit j'étais, mais j'ai commencé lentement, vraiment lentement. Et c'est 2 ans plus tard que j'ai fini seulement. Ouais. D'accord, donc c'est quand même de nouveau là un voyage. Oui, c'était un autre voyage, effectivement. C'est ça, c'est assez intéressant, je trouve. On écrit parce qu'on a envie de témoigner et parce qu'on a envie de refaire ce voyage. Ouais, je pense un peu les deux. Puis aussi de communiquer. Il y avait tellement de choses incroyables qui s'étaient passées, des coïncidences, puis des choses que j'avais vues et on a envie de dire un peu, de partager avec les autres aussi, même sans savoir qui va lire à la base. Voilà, on a envie de le coucher sur papier. Ouais. Et alors maintenant tu as quand même de l'eau est passée sous les ponts, comme on dit. Tu as à l'aune de ton 3e livre, hein, puisque tu es déjà en train de continuer de rédiger, d'écrire, puisque c'est une de tes passions. Oui. Voilà. Et alors maintenant, avec ce recul-là, ce recul un peu plus lointain, quelles sont les parties du livre que tu réécrirais peut-être, ou quelques parties du livre que tu vraiment conserves très fort en toi? S'il fallait que tu choisisses quelques passages en partant sur une île déserte, tu vois, genre de situation un peu comme ça. J'imagine, j'aime beaucoup plutôt ce qui est au début, plutôt ce qui est encore neuf, quand je savais pas encore où j'allais, et l'émerveillement du début. Ah d'accord, ok. Et écoute, j'aurais envie de dire, y a-t-il un avant, mais tu vas certainement me dire oui, mais y a-t-il un avant et un après Camino pour toi? Et comment est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous tracer ces contours? Alors il y a clairement un avant, un après, ça c'est clair. Je dirais que effectivement avant... c'était pas vraiment la joie quoi. Avant c'était vraiment un peu un petit peu dans le brouillard, mais après je me suis plutôt retrouvée comme j'étais avant si tu veux en fait. Voilà, comme j'avais comme je te parlais des projets des Bigger Pineapple avant. Donc je me suis un peu retrouvée en fait après. C'est pas vraiment que j'ai changé, c'est juste que je suis revenue à ce que j'avais commencé. Ok, écoute, moi je trouve que c'est bien comme ça. Est-ce que maintenant tu y retournerais? Est-ce que tu as envie de refaire ce Camino, de refaire ce voyage chargé de toutes ces expériences et chargé de ce vécu qui t'habite maintenant? Oui, j'en rêve. Surtout le même chemin. Peut-être à la fin, l'Espagne, je bifurquerai sur un autre chemin qui est aussi connu. Mais oui. Mais par contre, je ne sais pas encore quand, parce que pour moi, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose pareil que j'ai besoin d'extérioriser, qu'il faut que je change dans ma vie. Mais je crois savoir quand, mais voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas, j'espère, tout de suite. D'accord. Dis-moi, on voit que tu dis, hein, Igor à la technique, tu nous dis si ça, voilà. Tant qu'elle nous dit que ça joue, ça joue. Parce qu'il y a un line check sur scène en ce moment. Donc on entend un petit peu les sons derrière nous. Pour en terminer là, à moins que des questions surgissent parmi nous, hein, mais sinon on va doucement arriver au terme de cet entretien. D'ailleurs, je te remercie d'ores et déjà d'avoir pris tout ce temps pour nous répondre, et c'est très intéressant d'avoir toutes ces réponses-là, tous ces éclairages-là. Actuellement, enfin en tout cas jusqu'encore récemment, tu as, j'imagine qu'il y a une partie de promotion normale du bouquin avec l'éditeur et tout, mais tu as vraiment fait des événements autour de ce livre qui sont notamment des lectures sélectionnées avec de la musique.
du flamenco notamment. Est-ce que ça, c'est parce que tu as besoin de dire quelque chose, que tu te sens redevable de quelque chose en disant maintenant j'ai envie de restituer quelque chose sous forme de jolis témoignages avec de la musique. Est-ce que c'est une nécessité de partager cette expérience avec autrui? Bah, je sais pas exactement, je sais que la première fois, bon, comme c'est assez courant pour les auteurs de faire des lectures, l'éditeur m'avait proposé, puis on avait pensé que, je sais plus si c'était son idée ou quelqu'un d'autre qui a pensé, oui, comme peut-être avec un peu de musique, ça serait moins trop traditionnel, voilà, l'auteur lit, et effectivement, on a trouvé que c'était sympathique, donc on l'a refait au Salon du Livre, et puis quelquefois, effectivement, comme j'aime aussi beaucoup la musique, j'aime aussi beaucoup chanter, donc je me suis dit, bon, j'aimerais bien que ce soit quelque chose d'un peu plus vivant. D'accord. Donc voilà. Voilà, ok. Tu as de nombreuses autres passions qui t'habitent, et notamment celle du trek et celle de Zero Waste. Alors, effectivement, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on voilà. Mais certainement, enfin, si tu le voulais bien, qu'on prendrait le temps de parler de toutes ces choses-là, qui sont certainement, d'une certaine manière, issues de cette remise en question et de ce voyage que tu as pu faire, tant intérieur que géographique, que tu as pu faire. Donc le Camino en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Donc on peut dire qu'effectivement ta vie à ce moment-là a bifurqué de manière très concrète. Oui, petit à petit, oui, ça s'est décollé. Ouais. Et alors maintenant, ça va bien? Oui, merci de te poser la question. Non, franchement, c'est important. Non, vraiment, justement depuis le chemin, j'ai jamais eu vraiment des grosses périodes de doute ou de bas. Ça m'a vraiment toujours un peu propulsé vers le haut. Très bien. Bon bah écoute, c'est parfait. C'est un livre presque thérapeutique alors pour les personnes également qui pourrait être thérapeutique pour des personnes qui vont pas très bien et puis qui auront envie de se soulager un petit peu. Ah oui, je pense. Il y a beaucoup de gens qui m'ont effectivement dit ce genre de choses et aussi qu'ils avaient eu envie de faire le chemin après m'avoir lu et que non, je pense que c'est un peu dans ce sens-là aussi. Très bien. Alors écoute, Alissa, je te remercie beaucoup de toutes tes réponses. Merci beaucoup. On va, j'espère, se retrouver. La voix, donc c'était La Voix des Cœurs Nomades, paru aux éditions Plan Vert à Genève. Et puis on l'a dit, peut-être veux-tu en parler en quelques mots d'autres projets romanesques en vue? Alors romanesque, je sais pas ce qu'on appelle romanesque, mais effectivement, j'ai déjà écrit un troisième roman. Il est en recherche d'éditeur en fait. Là, je suis en train d'écrire autre chose, un autre roman qui se passe au Népal en fait, là où j'ai aussi fait un trek. Mais donc voilà, c'est un peu ça. Je suis aussi toujours en recherche d'où exposer dans l'art et sinon, c'est un peu ça. D'accord, oui, parce qu'effectivement, on l'a omis de le dire, mais tu es une artiste avec de multiples facettes. Et que donc tu as certainement un site internet ou une adresse de contact, parce qu'on peut, maintenant qu'on en termine avec cet entretien, peut-être lancer un appel, justement, alors déjà pour un éditeur éventuellement. C'est gentil. Bah non, mais c'est normal. Et puis pour peut-être d'autres personnes, des galéristes éventuellement, ou des personnes de ce type-là. Oui, volontiers. Moi j'ai un site internet, c'est effectivement www.aelhost.ch. Je suis également très active sur Facebook, donc j'ai une page du même nom, Aelhost ou Alissa Host, ça marche les deux. Et dessus, on y trouve mon adresse de contact qui est aelhost88@gmail.com tout simplement. Voilà. Super. Alissa, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. Bon après-midi, à bientôt. Ciao.